Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Oui. Ah, OK. Vous savez que je commence toujours comme ça. Préparez-vous. Alors, je suis Alberte Derry, la présidente du Réseau des soins palliatifs. Alors, ça me fait plaisir de vous parler et d'ouvrir ce magnifique 25e congrès. Alors, d'abord, je voudrais déjà remercier l'équipe de Dr. Louise Lafontaine pour ce beau congrès qu'ils vous ont préparé depuis un an. Et merci aussi de nous accueillir dans leur belle région. Alors, nous sommes ici rassemblés, intervenants et bénévoles à ce congrès, et je pourrais même dire qu'il y a quelques hommes avec nous. Vous pourriez les compter, il paraît qu'on en a juste 15. Minorité. Mais ceux présents, par exemple, ça vaut la peine de les connaître. Alors, nous sommes ici pour nous permettre d'échanger de nos expériences et aussi de faire du transfert de connaissances. La dernière année nous a bousculés, n'est-ce pas? Et il nous a permis, par contre, de resserrer nos liens, ceux qui avaient le cœur tatoué par les soins palliatifs. Alors, que nous réserve l'arrivée de la loi 2 dans notre processus? On ne sait pas. Bien des craintes, bien des ajustements, bien de l'insécurité. Il nous faudra se rappeler nos valeurs de base et principalement que nous travaillons pour la personne malade qui est au centre de ce tourbillon. Le petit cœur que vous avez reçu est le symbole de notre 25e anniversaire. Alors, ce n'est pas une décoration ou un petit gadget qu'on vous a donné, il faut le porter. D'accord? Il y aura peut-être à quelques occasions où j'arriverai puis je vous dirai, je vous demanderai quelque chose puis il faudra vous identifier. Donc, ça sera plaisant de se rencontrer puis d'avoir nos petits cœurs allumés. OK? Alors, je savais que pendant que je dirais ça, tout le monde chercherait son petit cœur. Incroyable. Quand on est en dehors de notre milieu, comment est-ce qu'on peut être, de redevenir écolier? Hein? C'est bon, c'est correct, c'est bien correct. J'aimerais ça qu'on s'applaudisse déjà pour tout le travail qu'on a fait depuis ces 25 ans-là, tous les petits pas que l'on a fait. Pour ceux qui débutent dans les soins palliatifs, vous allez peut-être trouver que ça n'a peut-être pas bougé, que ça aurait dû bouger plus vite. Mais sachez qu'on a toujours avancé, puis qu'on va encore avancer. Donc, je pense qu'on peut se donner le droit de s'applaudir pour tout le travail qu'on fait présentement. Ce petit cœur-là aussi, il est notre symbole de notre approche humaniste. C'est ça qui fait qu'on fait des soins palliatifs. Donc, tout ça pour vous dire que je vous souhaite un excellent congrès. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à vous nourrir de tout ce que vous allez entendre, de faire des échanges entre vous autres. C'est important. Le mandat du réseau, c'est d'assurer que les soins palliatifs soient accessibles dans toutes les régions du Québec. Alors, vous savez aussi que c'est dans la loi. Donc, nous allons travailler fort à ce que cette ligne-là soit entendue et réentendue et surtout que ça soit efficace et que ça arrive sur le terrain. Alors, bon congrès et j'inviterai Dr. Louise Lafontaine à venir vous dire un petit mot. Alors, merci Alberte. Bonjour à chacun, chacune de vous. Bienvenue. C'est à mon tour à vous souhaiter la bienvenue à Rivière-du-Loup. C'est avec une grande joie et quand même de la fébrilité que tous les membres du comité organisateur du 25e congrès du Réseau de soins palliatifs du Québec vous accueillent dans notre belle région, un peu frisquée, mais belle quand même.
on ne peut pas tout avoir. Je nous souhaite, alors mon mot va être très, très court, je nous souhaite à chacun un congrès agréable, un congrès riche de paroles nourrissantes et de regards multiples pour rejoindre notre thème de l'intégration des savoirs, chemin de création. Un congrès durant lequel l'intégration de ces savoirs nous permettra de réaliser dans chacun de nos milieux un chemin de création, puisque le chemin, nous allons le voir, que nous avons parcouru est grand sur ces 25 années, mais nous devons le poursuivre et c'est à chacun et à chacun de nous de le faire. Un merci particulier d'abord à vous qui, cette année, vous êtes déplacés dans un contexte particulier où ce n'est pas toujours évident de prendre le temps et de pouvoir accéder à une formation comme on donne aujourd'hui ces 2 journées, le réseau. Un merci particulier aux exposants, un merci particulier aux libraires qu'on a dû aller chercher cette année. Et également, un merci particulier à tous, et j'aurai l'occasion de le redire, tous ceux qui vont nourrir nos connaissances tout au long de ces 2 journées-là. Et un petit mot pour mentionner qu'il y a dans ces murs une merveilleuse galerie de photos du Dr Bernard Lapointe. Je vous invite à vous y présenter et aller vivre ce moment. Ça vaut la peine. Je repasse la parole à Mme Alberte. Alors, pour poursuivre, puis parler un peu de notre chemin de 25 ans, j'inviterai notre responsable du comité des sages du réseau. Donc, ça veut dire que c'est le comité des ex-présidents et présidentes. Donc, Dr Justine Farley. Merci, Alberte. Bonjour à tous. Ça fait 25 ans déjà que les soins palliatifs sont parmi nous. On peut penser à une certaine maturité qui est acquise au fil de nos expériences. Qu'en est-il? À revoir les anciens bulletins, les procès-verbaux, à évoquer quelques souvenirs, il s'en dégage une constante. L'histoire du réseau en est une de générosité, de bénévolat de tous ceux qui, depuis 1989, veulent promouvoir les meilleurs soins aux personnes en fin de vie. J'aurais aimé vous les nommer, toutes ces personnes qui ont donné un nombre incalculable d'heures à participer au conseil d'administration, au comité, à organiser le congrès annuel. J'aimerais aussi vous nommer tous ceux qui sont récipiendaires des prix reconnaissance, des bourses du réseau, toutes ces personnes qui méritent que nous connaissions leur rapport au développement des soins palliatifs. Mais je confie à une technologie que vous connaissez bien, les événements pour lesquels le réseau, une technologie que vous connaissez bien, la mission de nommer tous ceux qui ont donné vie à notre association. Pendant que défilent ces noms, je vous soumets les événements pour lesquels le réseau s'est illustré ces dernières années. Je commencerai par le congrès annuel. Pour la 25e fois cette année, le congrès vous offre des moments d'échange, de réseautage, de ressourcement, des journées où on se fait du bien. Je pense qu'on en a beaucoup besoin. J'ai l'habitude de dire à nos résidents en médecine que la qualité de vie, ce n'est pas uniquement pour les patients. Ça peut être un petit peu pour nous aussi. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Au fil des ans, nous avons invité des grands intellectuels du Québec. Je pense, entre autres, à Jacques Grandmaison, Hubert Doucet, Guy Bourgeault, entre autres. On a eu aussi parmi nous les figures marquantes des soins palliatifs à travers le monde. Harvey Tchotchinov, Alexandre Jolien, Marie de Hennezel, Eduardo Bruera et même Thérèse Vanier. Mais je m'en voudrais d'oublier aussi tous les conférenciers de chez nous qui se distinguent sur la scène internationale. J'hésite à ce chapitre-là à mentionner des noms, je risque de trop en oublier. Mais on doit retenir que tous ces conférenciers, avec générosité, ont partagé avec nous leur savoir, leur sagesse.
Vous n'êtes pas sans savoir que les congrès nécessitent une infrastructure imposante. Depuis 1998, nous pouvons compter sur la collaboration de pluricongrès. D'abord avec Jocelyne Brunet et maintenant avec Mélanie. Je me permets d'appeler Mélanie par son prénom, je l'ai vue grandir, puis je vous assure que Mélanie est allée à la bonne école. Les fidèles collaborateurs du congrès ont pu noter toute la complicité qui s'est établie au fil des ans avec Mélanie et Jocelyne. Nos congrès ont voyagé à travers la province. Montréal, Gatineau, Chéribourg, Chicoutimi, Saint-Hyacinthe, Québec. Aujourd'hui, nous sommes pour la 2e fois à Rivière-du-Loup. Le travail intense que nécessite l'organisation de ces conférences nécessite un effort d'équipe qui souvent ouvre la porte à une nouvelle dynamique dans les régions impliquées. Autre réalisation du réseau, la publication du bulletin. Sous le leadership de Jean-Yves Langevin, suivi de Claudette Foucault et de Manon Champagne, ils nous ont permis de recruter des auteurs de qualité sur les termes variés, nous permettant d'améliorer nos pratiques, nos connaissances. La chronique, les nouvelles des régions, nous informent du développement des soins palliatifs à travers le Québec. Récemment s'ajoutaient nos infolettres afin d'offrir une information constante des activités en soins palliatifs. Puis on ne peut ignorer notre site web du réseau qui a subi récemment une cure de rajeunissement afin de mieux répondre à vos exigences. Les vétérans des soins palliatifs reconnaîtront quelques réalisations marquantes de l'Association québécoise de soins palliatifs, telle que nous l'appelions le réseau jusqu'en 2001. Très tôt, nous avons fait un bulletin des lieux d'enseignement et de recherche, document qui est rare maintenant, on ne le retrouvera pas. Mais c'est heureux, parce que maintenant, ce bulletin serait sûrement beaucoup plus imposant au Québec maintenant. Mais c'était une première pour le Québec. En 2000, il y a eu le rapport Lambert-Lecomte, le citoyen, une personne du début à la fin de vie. Ce rapport faisait un état de situation des soins palliatifs au Québec. En 2001, on publiait des normes de pratique. À ce moment, nous savions déjà qu'il faut plus que des lits pour parler de soins palliatifs. C'est à méditer en 2015, n'est-ce pas? Nous devrions peut-être remettre à l'ordre du jour des normes de pratique. Je crois que c'est plus important que jamais. Plus récemment, un peu plus récemment, nous retenons un plan directeur de développement des compétences des intervenants en soins palliatifs, document publié en 2008 et en 2011 en collaboration avec la Direction de la lutte contre le cancer. Peut-on parler de soins palliatifs sans souligner le travail des bénévoles? Pour le réseau de soins palliatifs, ils ont une place de choix, tant par le comité qui leur est destiné, le code d'éthique élaboré, les formations spécifiques élaborées à leur intention, ainsi que par la facilitation à leur participation au congrès. Maintenant, j'aimerais mettre en lumière des activités moins visibles de notre réseau. Nous sommes devenus un interlocuteur reconnu au Québec. Nous sommes consultés par le Collège des médecins du Québec, le ministre de la Santé, les parlementaires du Québec, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, ce qui est l'INES pour les intimes. Au niveau canadien, dès 2002, le réseau était présent à l'atelier de planification d'action nationale sur les soins de fin de vie, sous l'égide de la stratégie canadienne sur les soins palliatifs et les soins de vie. Notre association collabore aussi avec les organismes importants en soins palliatifs, dont le Réseau universitaire de soins palliatifs du Québec, l'Association canadienne de soins palliatifs. Nous avons un représentant au sein du conseil d'administration et nous avons une participation active à ces comités et aux conférences qu'elle organise. Nous sommes aussi membres fondateurs de la Fédération internationale francophone de soins palliatifs. Le réseau est présent à plusieurs organismes essentiels en soins palliatifs. Je pense à l'Alliance des maisons, l'Association québécoise des médecins en soins palliatifs, à Palliscience. Sans oublier que ces dernières années, et maintenant encore,
Le réseau s'implique activement dans la question de l'heure. En 2008, nous étions à une table de travail. Nous avons été invités à critiquer la table de travail du Collège des médecins du Québec au sujet des soins appropriés au début et tout au long et en fin de vie. Ce document a initié le débat sur l'aide médicale à mourir, cette forme d'euthanasie avec des gants blancs. Nous sommes aussi invités à la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, suivie de la commission parlementaire sur le même sujet. Nous étions présents à Québec pour les travaux de la commission parlementaire sur les projets de loi 52, sur ceux sur le projet de loi 20. Nous avons aussi été invités aux différentes tables de comité du ministère de la Santé pour l'implantation de la loi 2. Nous sommes aussi représentés au niveau du Collège des médecins sur le document qui prépare le document à venir sur la sédation palliative. Au cours des dernières minutes, je vous ai transmis un bref aperçu de l'histoire de notre réseau. Je m'excuse des omissions bien involontaires d'événements que vous jugez marquants. Je retiens par contre la fierté que nous devons retirer de ce travail accompli avec des ressources, somme toute, bien limitées. De nombreux défis nous attendent afin d'assurer les meilleurs soins, une présence chaleureuse et rassurante à tous ceux et celles qui veulent vivre jusqu'au bout. Afin de poursuivre notre mission, je vous souhaite que la passion des soins palliatifs fasse battre votre cœur un peu, modérément, à la folie. Merci beaucoup. Alors, merci, Dr. Farley, pour ces rappels. Souvent, on en oublie, on réalise en faisant le parcours, tout le chemin parcouru, effectivement. Partir, semer une petite graine avec beaucoup de volonté, de détermination peut faire naître de grandes choses. Merci, Dr. Farley. Maintenant, il m'incombe de présenter le Dr. Bernard Lapointe pour la première plénière de notre congrès. Cher Bernard, je me permets de l'appeler Bernard puisque c'est un confrère de classe. Comment te présenter? Tes réalisations sont si nombreuses. Gradué de l'Université de Sherbrooke, Bernard se joint à l'équipe actuelle au début de sa carrière et travaille plusieurs années auprès des clientèles atteintes du VIH-Sida. Il devient le chef du bureau des soins, traitements et soutien du Centre fédéral sur le sida de Santé Canada. En 1991, il se joint à l'équipe de soins palliatifs du Dr. Balfourmont au Royal Victoria. En 1998, il est nommé chef du département de soins palliatifs du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il se joint à l'équipe de l'Hôpital général juif de Montréal en 2000 en tant que chef de la division de soins palliatifs. Il est professeur agrégé au département d'oncologie et de médecine familiale de l'Université McGill. Le Dr. Lapointe a joué un rôle important au niveau national en tant que président de l'Association québécoise de soins palliatifs et président de l'Association canadienne de soins palliatifs. Il a collaboré à de nombreuses initiatives de l'Organisation mondiale de la santé. Il a reçu la médaille du Jubilé d'or de Sa Majesté la Reine Élisabeth en 2003 et celle du Jubilé du Diamant en 2012 pour sa contribution à l'amélioration des soins de fin de vie au Canada. En 2007, il a reçu le prix d'excellence de l'Association canadienne des soins palliatifs et est également nommé au poste de directeur des soins palliatifs McGill au sein du département d'oncologie de l'Université McGill. En 2009, il devient titulaire de la chaire Eric Flanders de médecine palliative de l'Université McGill, chaire qu'il continue d'occuper. Mais comme consoeur de classe, je retiens de toi ta grande rigueur, ton engagement au mouvement des soins palliatifs, ta détermination, ta capacité à lutter contre des enjeux importants qui se dessinent et finalement ta fibre profondément humaine qui te fait. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous entretenir ce matin sous le thème « Entre hier et demain, les soins palliatifs
plus que jamais en tension, j'aimerais qu'on accueille le Dr Bernard Lapointe. Merci au comité. Je suis profondément honoré de me retrouver ici devant vous à l'orée de ce 25e anniversaire du réseau et de ce 25e congrès annuel du Réseau québécois de soins palliatifs. Merci, Louise, de ton invitation. Merci de cette introduction si chaleureuse. Un gros merci à Albert Derry pour son leadership et son ouverture et sa contribution à la vie de notre réseau qui a été bien malmenée au cours des dernières années. Un clin d'œil, bien sûr, à Justine Farley, à Louis Roy, à Maurice Falardeau, à Louis Dionne, qui en ont assuré la présidence, défi que j'ai eu aussi l'honneur de relever pendant les années 90. Lorsque Louise m'a demandé si je voulais bien accepter de vous partager mes réflexions au cours de cette séance plénière, j'ai pensé que le moment était tout indiqué de dresser un bilan de ce que nous avons accompli maintenant que nous avons l'âge, la maturité des soins palliatifs au Québec. Signe de maturité, je ne sais trop, le mouvement des soins palliatifs célèbre cette année de nombreux anniversaires. C'est en effet en janvier 1975 que fut inauguré officiellement le premier centre intégré de soins palliatifs en terre d'Amérique, le service de soins palliatifs de l'Hôpital Royal Victoria, qui, sous le leadership de Balfour Mount, a largement contribué à la dissémination de cette nouvelle approche de soins, ici au Québec, au Canada, et grâce au Congrès international sur les soins palliatifs, dont nous célébrions l'automne dernier le 20e anniversaire, un peu partout sur la planète. 2015, c'est aussi le moment de célébrer le 30e anniversaire d'un des fleurons de notre mouvement au Québec, la Maison Michel Sarrazin, dont les portes s'ouvrirent en avril 1985 grâce aux efforts de toute une équipe menée par un autre chirurgien oncologue, Louis Dionne. Les célébrations et anniversaires ne sont pas seulement d'heureux événements. Ils fournissent aussi l'occasion de dresser un état des lieux et de se projeter dans l'avenir avec fierté, mais aussi avec une profonde humilité. D'où le titre que j'ai choisi pour cette séance plénière, « Évoluer en temps trouble, entre hier et demain, les soins palliatifs, plus que jamais en tension ». Plus que jamais en tension, car au Québec, comme ailleurs en Occident, nous continuons de souffrir d'un manque de vision commune sur la mort. Notre société est de moins en moins capable de solidarité devant la mort, autour du mourant et autour du défunt. La souffrance n'y trouve plus le droit d'y être dite, encore moins d'y être criée. Le deuil en est réduit à son expression la plus gérable. Notre société, tout comme la médecine en général, aurait beaucoup à renouer avec la tradition médiévale de l'accompagnement de ceux qui vont mourir. Tradition qui, entre autres, intègre toutes les dimensions de l'homme, y compris la spiritualité et les soins spirituels, qui, malheureusement, ont lentement disparu du paysage des soins palliatifs, probablement parce qu'ils ont disparu aussi du paysage québécois, mais on en paie le prix, et un prix qui est douloureux. C'est une tradition qui a été retrouvée dans l'idéal des soins palliatifs modernes, qui, à l'instar de Cicely Saunders, nous permet encore de dire en 2015, « Vous comptez parce que vous êtes vous, et vous comptez jusqu'à la fin de votre vie. Nous ferons tout ce que nous pourrons, non seulement pour vous permettre de mourir paisiblement, mais aussi pour vous permettre de vivre pleinement jusqu'à la mort. » Au cours des prochaines minutes, je vous proposerai d'examiner certains enjeux qui surgissent autour de la notion et de la pratique des soins palliatifs.
Ces enjeux, ces nouvelles réalités, qui résultent des troubles profonds qui agitent à la fois notre système de santé et nos sociétés, transforment déjà nos pratiques, nous ont forcés, souvent à notre insu, à nous accommoder raisonnablement ou pas à des contraintes administratives, financières, culturelles. Toutefois, nous devons être particulièrement vigilants vis-à-vis les contraintes budgétaires, les réformes de la santé qui continuent de faire l'objet de législation de plus en plus inquiétantes. Et si vous me permettez, je vais vous relire les conclusions du rapport sur l'état des soins palliatifs en 2000, il y a 15 ans. Puis écoutez ces mots du rapport Lambert-Lecomte et comme moi, vous allez réaliser combien ils résonnent encore avec toute leur vérité. Dans le Québec moderne, l'expérience vécue par la personne mourante et ses proches se présente le plus souvent comme une dérive individuelle et familiale. Il arrive plus rarement que l'expérience individuelle vécue à travers le mourir prenne des allures de choix et de rythmes particuliers qui sont respectés et soutenus par une communauté civilisée, soucieuse du processus de fin de vie d'un des siens. Peu à peu, au cours des 40 dernières années, la pratique des soins palliatifs s'est modifiée, améliorée certes, mais il y a fort à parier que certains des changements survenus entraînent désormais des effets pervers qui mettent en danger l'idéal des soins palliatifs tel que développé par les générations de soignants qui nous ont précédés. Jacques Lacan, un jour, a affirmé que le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. Le discours scientifique a exercé une influence sur les idéaux et la pratique de l'ars moriendi et il nous a amenés à rompre à l'époque moderne avec la tradition de la médecine hippocratique qui soigne la personne humaine dans son intégralité de façon holiste, si vous préférez. Caractérisée par cette rupture avec l'approche holiste, l'évolution de la médecine scientifique moderne peut être interprétée comme une histoire du désintérêt pour les patients qui frisent le mépris pour la souffrance et par voie de conséquence du soin de ceux qui souffrent. Depuis le 19e siècle, les progrès rapides de la médecine scientifique moderne ont conduit au développement d'une culture médicale qui consiste à analyser la maladie du point de vue d'un paradigme pasteurien, c'est-à-dire la maladie, le diagnostic, son traitement. Engel, en 1980, nous parlait de cette médecine dite scientifique. Le médecin formé à cette tradition semble privilégier la place qui revient à la démarche proprement scientifique dans son travail quotidien. En réalité, il s'aperçoit vite dans la pratique que la science et la méthode scientifique ont affaire avec la compréhension et le traitement de la maladie et non pas avec le patient et le soin du patient. Cette culture médicale qui propose une approche de la médecine réduite à la dimension physico-chimique a trop souvent conduit les hôpitaux à refuser d'accueillir les mourants et les professionnels de la santé à les abandonner à leurs souffrances physiques, psychologiques et spirituelles pendant les dernières journées de leur vie, et ce, dès le milieu du 19e siècle. En effet, à cette époque, les nouveaux hôpitaux scientifiques et modernes, au lieu de la science chirurgicale, doivent faire de l'argent. Les lits doivent être remplis pour que les goussets des médecins et des ordres religieux regorgent de pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes. Or, qui viendra se faire opérer dans un hôpital où les patients viennent mourir? Pas surprenant que dès le milieu du 19e siècle, de nombreuses politiques d'admission et de congés visent un taux de mortalité le plus bas possible, généralement au moins de 10 %. Et les médecins étaient invités à assurer et à s'assurer que les patients dits incurables ne soient pas admis à l'hôpital. Ceci se déroulait déjà au milieu du 19e siècle. Les incurables étaient donc refusés dans les nouveaux temples de la médecine
sauf s'ils étaient argentés. Ils étaient généralement dirigés vers des institutions caritatives ou publiques où ils finissaient leur jour dans des conditions misérables. C'est dans le contexte d'une médecine acharnée à prolonger la vie par des moyens techniques, tout en négligeant de dispenser des soins aux mourants, qui pour elle représentait l'échec, que de nouveaux modèles d'institutions caritatives en sont venus à prendre en charge la souffrance. La tradition moderne des soins palliatifs doit beaucoup à Madame Jeanne Garnier, une veuve qui vivait à Lyon, en France, et qui avait perdu 2 de ses enfants. Refusant l'inhumanité de la culture médicale de l'époque, elle a créé en 1842, sous le nom d'hospice, une institution chargée de prendre soin des mourants. Le premier hospice accueille des veuves souffrant de cancer auxquelles des soignants dispensent des soins et du réconfort. C'est grâce à Jeanne Garnier que le terme hospice est désormais associé à un lieu qui accueille les patients en fin de vie. Le modèle d'hospice a rapidement été adopté, d'abord à Paris, où il reste le plus grand centre de soins palliatifs en France, puis en Angleterre, en Irlande et même à New York en 1889. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, malgré les expériences avant-gardistes menées en Europe, il devint évident que des changements urgents s'imposaient. Dans les années 60, l'attachement exclusif de la médecine traditionnelle à la guérison et son impact désastreux sur la prise en charge des mourants ont commencé à susciter l'indignation de nombreuses personnes, indignation nourrie du vent de changement qui agitait alors, au début des années 60, l'Amérique et le monde occidental. Éveiller les professionnels de la santé et le public à d'autres façons de s'occuper des patients en phase terminale et de leurs familles est devenu soudainement, pour un grand nombre, une urgence. C'est dans ce sentiment d'urgence que se vivra ce que l'on a décrit souvent comme la première vague des soins palliatifs, l'époque des pionniers, des visionnaires, et l'époque de la création et du développement rapide des premières organisations de soins palliatifs. Cicely Saunders, qui est décédée il y a 15 ans, fut l'une des premières à réagir à cette vague d'indignation et l'une des premières à inspirer ce qui allait devenir le mouvement des soins palliatifs, ou mouvement des hospices en Grande-Bretagne. À l'Hospice Saint-Christopher, qu'elle inaugurera en 1967, elle met en place une démarche holiste, fondée sur la franchise, l'observation et le soulagement de la douleur et d'autres symptômes, ainsi que sur une attention aux besoins spirituels, psychologiques et sociaux des patients et de leurs familles. On l'oublie souvent, mais Cicely Saunders a affirmé le rôle central de la famille et ouvert les portes de St. Christopher's de façon continue, en contraste aux politiques de visite qui étaient à l'époque très limitées dans les hôpitaux. Vous vous souvenez de ces visites limitées à quelques heures en soirée, ce qui contribuait à limiter la présence des proches, leur interaction avec les médecins et les autres soignants, et condamnait la personne en fin de vie à terminer ses jours dans un isolement forcé. En invitant la famille à participer aux derniers jours de vie de la personne, les soins palliatifs reconnaissent aussi l'impact profond du décès chez les survivants. Une autre grande et charismatique figure de ce que l'on appellera le mouvement des soins palliatifs est Elisabeth Kubler-Ross. Psychiatre d'origine suisse, elle s'intéressa et a dénoncé activement ce qui allait être connu comme le sort des mourants, remettant en question la primauté de la science et de la technologie et les tentatives désespérées de nier la mort. Elle croyait à juste titre que la souffrance vécue en fin de vie nous rappelait, et en particulier à nous, médecins et infirmières, notre absence d'omnipotence, nos limites et nos échecs, et enfin, et surtout, notre propre mortalité.
Après avoir rencontré et interrogé plus de 500 mourants, elle conclura dans son livre « Les derniers instants de la vie » que les mourants sont souvent l'objet d'acharnements thérapeutiques, qu'ils sont isolés de leur famille et sont abandonnés par tous au moment où ils ont le plus besoin d'être entourés. En décrivant ce que nous connaissons aujourd'hui sous le vocable de soins centrés sur le patient, Kübler-Ross, en 1975, durant une interview radiophonique, affirme ceci. La question primordiale est qu'est-ce que cela veut dire de mourir dans la dignité? Mourir dans la dignité, pour moi, cela veut dire mourir comme on a vécu. Cela veut dire que certains auront vécu toute leur vie dans le déni et ils vont probablement mourir dans un état de déni. Il y a des gens qui ont été des battants et des rebelles toute leur vie. Eh bien, ils veulent mourir de la même façon. À tous ces patients, nous devons dire « c'est OK » et nous devons les aider. Cicely Saunders et Elizabeth Kübler-Ross ont été des figures de proue d'un mouvement né du mécontentement et de la colère profonde que suscitait la manière dont les mourants étaient traités. Une révolution s'imposait et la naissance de cette contre-culture a eu une influence marquante et significative. Cette contre-culture s'est inscrite dans le mouvement historique beaucoup plus vaste des années 60, celle des droits civils, des manifestations contre la guerre du Vietnam, la conscription, la montée du mouvement féministe et du mouvement de libération des gays et lesbiennes, qui ont eu une profonde influence sur notre culture occidentale contemporaine. À une époque où la technologie dominait l'exercice de la médecine traditionnelle, un appel a été lancé pour reconnaître le patient dans son intégralité, pour reconnaître que les souffrances n'étaient pas seulement physiques et que sa famille aussi souffrait. Les sciences sociales, l'éthique, la nature de l'homme et la nature de la souffrance sont alors devenues des préoccupations fondamentales pour notre mouvement de soins palliatifs. Plusieurs décennies plus tard, le contenu du programme de ce congrès à Rivière-du-Loup en témoigne. Un programme qui associe les sciences cliniques à ce que les sciences humaines, les arts et les sciences sociales peuvent nous apprendre. Comme Cicely Saunders l'a bien souligné, les soins palliatifs débutent par la reconnaissance que chaque patient a une histoire, une culture, des liens avec d'autres lieux et d'autres personnes, et qu'il est digne de respect en tant qu'être unique. Ce respect passe évidemment et nécessairement par les meilleurs soins possibles, et ce, peu importe le lieu de soins. En réaction au modèle biomédical traditionnel, le mouvement des soins palliatifs a fait sienne les valeurs comparables à celles des institutions alternatives des années 60 et 70. Remise en question de l'autorité traditionnelle des médecins sur les autres professionnels de la santé. Insistance sur l'importance des relations interpersonnelles et sur le dialogue, non seulement avec leurs patients et leurs familles, mais aussi avec l'ensemble des membres de l'équipe, et une reconnaissance du rôle du bénévole comme membre essentiel de l'équipe soignante. Cicely Saunders affirmera qu'il faut une véritable volonté, à la fois politique et sociale, pour permettre cette nouvelle approche des soins de fin de vie, car cette nouvelle approche de soins de fin de vie exige un engagement social, un changement profond d'attitude, plutôt que des interventions et des médicaments coûteux, et cela devrait faire partie des priorités de tous les gouvernements. Plusieurs se souviennent, presque avec nostalgie, de ce sentiment d'exubérance et de créativité de ces premiers pas, de ces premières initiatives de soins palliatifs que nous avons eu le privilège de vivre au Québec aussi, à l'instar de nos voisins aux États-Unis et en Angleterre. Mon propre engagement dans la sphère des soins palliatifs en milieu hospitalier, puis en milieu communautaire, remonte à l'époque où, jeune médecin dans les années 80,
Je travaillais dans une clinique du centre-ville de Montréal spécialisée dans les maladies sexuellement transmissibles au moment où l'épidémie du VIH-Sida éclatait. J'ai assisté à des morts très difficiles en raison du refus par de nombreux spécialistes de soigner hommes et femmes atteints par cette épidémie, virale certes, mais qui avait le malheur de cristalliser d'une façon ignoble le rejet de la différence, le rejet de l'autre. Un bon nombre de ces patients étaient des amis proches auxquels on a refusé des soins aigus en milieu hospitalier et même dans plusieurs lieux de soins palliatifs, sous prétexte que les soins palliatifs étaient réservés uniquement aux patients cancéreux. J'en ai nourri une profonde colère et une grande désillusion et trouvé inspiration dans la dénonciation qu'Elizabeth Kubler-Ross a faite de la différence abyssale de qualité entre les soins de fin de vie prodigués aux patients cancéreux et à ceux malades du sida. La médecine moderne manquait de compassion, était souvent homophobe et raciste et cruellement dépourvue de compétences en matière de soins de fin de vie. Étant le produit de ce modèle et n'ayant reçu aucune formation sur les soins de fin de vie, j'ai perçu l'urgence de former les professionnels de la santé, moi y compris. J'ai aussi pris conscience de la nécessité d'introduire des changements dans notre système de santé et particulièrement, et ce qui est le plus important, dans ma façon de soigner. J'ai par conséquent rejoint le programme de l'Hôpital Royal Victoria qui, sous la direction de Balfour Mount, acceptait déjà des patients malades du sida et traitait les patients, et pas seulement leur maladie, faisant sien le précepte d'un ancien McGillien, William Osler, qui disait « Ne demandez pas quelle maladie a cette personne, mais plutôt quelle personne a cette maladie. » C'est au contact d'une équipe de professionnels et de bénévoles inspirés que j'ai appris l'importance de prendre soin et non seulement de soigner. Au tout début de l'histoire des soins palliatifs, et cela n'a rien d'étonnant, l'organisation physique de cette nouvelle approche de soins s'est bâtie en rupture et dans des lieux indépendants de la médecine traditionnelle. Ces hospices indépendants, on parlera ici de maisons de soins palliatifs, ont permis, en raison de leur affranchissement du modèle biomédical traditionnel et de leur volonté de prodiguer des soins de soutien non agressifs centrés sur la qualité de vie en fin de vie. Ces maisons de soins palliatifs ont cela de remarquable qu'ils sont en lien direct avec leur communauté d'origine, qui contribuent de façon tangible à leur soutien, mais aussi qui participent activement à un mouvement de solidarité envers leurs voisins et voisines, désormais confrontés à la fin de vie. Curieusement, bien que dans de nombreux pays, le mouvement des soins palliatifs se soit développé en marge du système de santé traditionnel, au Canada, les 2 premiers programmes officiels de soins palliatifs ont été mis en place dans des hôpitaux de soins tertiaires, au Manitoba, à Winnipeg, et en 1975 à Montréal. C'est Balfour Mount à qui l'on doit l'expression « soins palliatifs », qui a créé le premier service de soins palliatifs à l'Hôpital Royal Victoria. Ces initiatives reposaient sur la conviction que les soins hospitaliers et la médecine moderne pouvaient être transformés pour viser le confort et promouvoir une vision humaniste du soin des mourants. Ces programmes ont été les premiers dans le monde à intégrer la philosophie et la pratique des soins palliatifs au sein d'un hôpital universitaire moderne, plutôt que dans un hospice indépendant. Il est essentiel de clarifier un point. L'unité de soins palliatifs était loin d'être une structure de soins bâtie sur des pilotis et coupée de sa communauté. En fait, ce qui était novateur dans la vision de Mount et de ses collègues, c'était que l'unité ne représentait que l'un des rouages d'un service qui comprendra, dès son ouverture, un service de maintien à domicile avec des médecins et des infirmières, une équipe de consultation, liaison
à nouveau avec des médecins, des infirmières et des soignants psychosociaux, un service d'accompagnement des endeuillés et enfin un volet de partage des connaissances et de recherche clinique. Le modèle médical traditionnel, dominé par le médecin, a été délaissé. J'en conviens parfois très timidement. Au profit d'une démarche pluridisciplinaire de soins intégrales confiée à tous les membres de l'équipe, y compris aux bénévoles. Voilà qui constituait en soi une véritable révolution, particulièrement dans un hôpital universitaire moderne. Une évolution qui, en 2015, au Québec, est mal comprise. En témoigne le billet étonnant de Lisiane Gagnon dans la presse du 21 avril, qui posait la question « Pourquoi maintenir les unités de soins palliatifs dans les hôpitaux de soins aigus? Pourquoi continuer à maintenir dans les hôpitaux des services où l'on a surtout besoin d'infirmières et de bénévoles, la participation des médecins se limitant à l'administration de sédatifs? » La croissance et l'évolution des soins palliatifs ne s'est pas faite sans heurts, sans l'expression de vues et d'opinions souvent divergentes. On dit souvent que les tensions entre les deux pôles ou deux visions divergentes est une source de créativité. Et ce fut certainement le cas dès les premières années. Alors, dès le départ, il est apparu qu'il existait deux modèles d'approche de soins palliatifs, deux visions des soins palliatifs. Et l'anecdote suivante, décrite par une des pionnières des soins palliatifs, Mme Wald aux États-Unis, nous en parle d'une façon très éloquente. Elle décrit qu'en 1974, lorsque le groupe de travail international sur la mort et les mourants et le deuil a été créé aux États-Unis et s'est réuni pour la première fois, il y a deux groupes qui spontanément se sont formés dans la salle. Les Feely, ou si vous préférez, les ressenteurs, autour d'Elizabeth Kubler-Ross, et les doueurs, c'est-à-dire les faiseurs, avec Cicely Saunders et Balfour Mount. Les ressenteurs étaient des soignants exposés aux émotions intenses et profondes que suscite la prise en charge de ceux qui vont mourir. Ils ont trouvé un terrain commun dans leurs expériences et ils échangeaient sur les moyens d'y faire face et forment encore aujourd'hui un solide groupe de soutien dont j'ai besoin quotidiennement. Les faiseurs, eux, se concentraient sur les aspects pratiques de la mise en place des services, sur les moyens de relier entre elles les différentes parties du système de santé et de définir de manière créatrice les principes propres aux soins palliatifs. Aujourd'hui, en raison des mêmes tensions et dynamiques entre le ressenti et le besoin d'agir, les soins palliatifs conservent leur potentiel subversif, révolutionnaire et politique qui a changé et continue de changer l'attitude de la médecine et de la société à l'égard des soins et de la mort, en remplaçant la mort dans son contexte social, en dispensant des soins aux mourants et en leur témoignant de la solidarité. Mais ça, c'est au prix de l'acceptation et du respect profond des ressenteurs et des faiseurs. Mais nous ne pouvons être complaisants. Ce potentiel est fortement tributaire de la médiation attentive et active entre les différents pôles de tension qui agitent notre mouvement. Ces pôles de tension portent en eux le ferment de la croissance et du changement, ainsi que les germes de dissension et de dissolution de notre mouvement de soins palliatifs. Dès le début des années 90, le mouvement des soins palliatifs amorce une période de profonde transformation et plusieurs se demandèrent si nous n'abordions pas une seconde vague dans l'histoire des soins palliatifs. Aux yeux de plusieurs, les soins palliatifs devinrent de plus en plus développés, de plus en plus techniques, médicaux, bureaucratiques. Les organisations de soins palliatifs sont de plus en plus rigides, codifiées, envahies par la routine. Les soins palliatifs sont de plus en plus centrés sur le soulagement des symptômes
sur le développement d'interventions basées sur des données de bonnes pratiques reposant sur la recherche. De plus en plus, l'hypothèse que la douleur et d'autres symptômes sont la principale cause de la souffrance chez le mourant et que cette souffrance peut être soulagée par une approche utilisant la pharmacopée et d'autres innovations biomédicales. Il n'y a fondamentalement rien de mal dans tout cela. Mais souvenons-nous toutefois que l'approche biomédicale est réductrice et a tendance à nier les aspects psychologiques, sociaux et spirituels du symptôme. En témoigne le sous-financement chronique des travailleurs sociaux, des psychologues ou des agents de pastoral dans nos équipes, qui souvent doivent être payés par des levées de fonds caritatives. Au sein des équipes et des regroupements, nous entendons de plus en plus une mise en opposition entre l'importance de centrer notre attention sur le sens du mourir, de la vie et de la mort d'une part, et d'une autre part, le soulagement des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie. Plusieurs se sont inquiétés et s'inquiètent aujourd'hui de la déformation encourue des valeurs fondamentales du soin, de l'accompagnement et de ce que les anglo-saxons appellent le healing, la guérison. Face à une tendance lourde de médicalisation des soins palliatifs, dont le plus bel exemple est celui-ci, au cœur, on parle de traitement de la douleur et des symptômes, un cri d'alarme est lancé par Michael Kearney en 1992. Palliative medicine, just another specialty. Les soins palliatifs, seulement une autre spécialité médicale. Ou encore, même son de cloche, mais il y a quelques semaines, le questionnement tout récent de David Roy qui s'interrogeait sur la domestication des soins palliatifs, une domestication qui nous mènerait à abandonner notre idéal de changement, notre potentiel de transformation. J'ai bien peur par moments que nous sommes en danger de devenir juste une autre spécialité et de perdre ce qui a toujours été notre unicité. Sommes-nous tant séduits par le modèle traditionnel que nous devons tout y sacrifier? Cette évolution vers la symptomologie et l'approche biomédicale des soins de vie est certes encouragée par les valeurs et exigences de l'université à laquelle les hôpitaux sont affiliés. La notion d'expert qui définit tant la culture universitaire sanctifie une connaissance qui exclut souvent l'expérience du patient et contredit directement les interactions de personne à personne au cœur même de la philosophie des soins palliatifs. L'agrément de nos programmes éducatifs par des organes professionnels a été essentiel à l'évolution rapide de la discipline clinique de la médecine palliative. Toutefois, cet agrément s'accompagne d'exigences qui nécessitent que cette discipline se conforme à certaines connaissances et savoir-faire au détriment d'approches plus créatives d'évolution. De nombreux aspects des soins palliatifs qui ne cadrent pas avec le modèle biomédical, le deuil par exemple, l'accompagnement du deuil, les soins spirituels, sont donc fréquemment désinvestis, sous-financés ou tout simplement inexistants. En plus des pouvoirs assimilateurs de la médecine traditionnelle, l'autre défi de taille pour les soins palliatifs dans tous les milieux est la connaissance superficielle de ces principes et qui se traduit par des services insuffisamment dotés en ressources, par du personnel sous-formé et par des méthodologies de recherche inadéquates. Véritable cheval de Troie, les soins palliatifs se retrouvent dans une situation délicate de devoir obtenir la reconnaissance de la communauté médicale et scientifique sans pour autant compromettre sa résistance au paradigme biomédical. Le développement de la spécialité des soins palliatifs et des programmes de sous-spécialité incarnent cette tension entre le besoin de reconnaissance des soins palliatifs et sa volonté de résistance. Nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que la médecine palliative doit être reconnue comme une spécialité à part entière à l'échelle internationale pour que les médecins qui se forment
en la matière puissent dispenser des soins de la plus haute qualité. La médecine palliative est aujourd'hui une discipline reconnue dans de nombreux pays, comme le Royaume-Uni, la France, l'Australie, Hong Kong, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et bientôt le Canada. Bien que je sois entièrement d'accord avec cette tendance, je pense qu'il importe d'être très vigilant pour protéger les principes et les aspects fondamentaux des soins palliatifs et la tension qui est vécue entre ces deux pôles. Car la médecine palliative est menacée d'intégration, forcée à un système médical ancien et dont nous avions rejeté la culture. Ne l'oublions pas. Les mouvements contre-culturels ont tendance à ne pas rester indépendants très longtemps. Ils sont absorbés par la culture dominante, à laquelle ils apportent souvent des changements importants, cela est vrai, mais ils perdent, ce faisant, leur raison d'être. Force est de reconnaître que dans l'hôpital où je travaille, et peut-être même dans votre institution, il y a encore des collègues qui considèrent que les soins palliatifs sont des soins minimalistes qui ne se distinguent que par la dimension affective, laquelle revient à tenir la main des patients et à leur prescrire de la morphine. Nous devons donc, ensemble, nous interroger sur la place que nous occupons 40 ans plus tard, au regard des tensions internes qui agitent le mouvement des soins palliatifs. Médicalisation ou démédicalisation de la mort, remise en cause du modèle médical dominant ou institutionnalisation, respect de l'autonomie du patient, opposition entre paradigme médical traditionnel et approche interdisciplinaire, créativité ou strict respect des protocoles de fin de vie. Faut-il prodiguer des soins complets à tous les patients ou seulement aux mourants? Sommes-nous des spécialistes ou les artisans d'une démarche de soins palliatifs? Ces tensions sont bien réelles et suscitent un important débat interne et certainement devraient susciter un tel débat. Mais je crois fermement que seule une ouverture à l'autre, le respect de nos collègues qui portent une vision divergente de la nôtre, pourra nous permettre de maintenir en tension des points de vue souvent perçus comme diamétralement opposés. Comme l'a écrit Florence Wald, l'équilibre entre praticiens de la médecine traditionnelle et praticiens holistes dans chaque unité de soins palliatifs définit la confiance thérapeutique qui y réside. L'aptitude et la volonté des médecins et des infirmières à négocier et à apprendre au contact des uns des autres déterminent l'évolution du processus. Je suis convaincu que les échanges dynamiques et attentifs à la réalité de l'autre qui se dérouleront tout au long de ce congrès témoigneront que notre discipline est bien vivante, qu'elle est digne de confiance et capable d'innovation. Il me faut ici nous rappeler le rôle essentiel de l'équipe de soins. Ce rappel est d'autant plus important que l'on observe de plus en plus au Québec des exemples de distribution de soins dits palliatifs par des soignants travaillant seuls ou encore en parallèle à d'autres professionnels. Une rencontre interdisciplinaire où on partage de l'information sur un patient, ce n'est pas de l'interdisciplinarité à mes yeux. Nous le savons tous, la complexité des besoins des patients exige une équipe très diversifiée et un ratio personnel-patient élevé. Idéalement, une équipe de soins palliatifs inclut le patient et sa famille, des bénévoles, des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes, des ergots, des nutritionnistes, des psychologues, des aumôniers, en plus d'une équipe d'infirmières et de médecins spécialisés ou non en médecine palliative. Cette équipe devrait aussi pouvoir avoir accès au savoir d'un art-thérapeute ou d'une musicothérapeute dont la contribution aux soins palliatifs devrait être reconnue et financée conséquemment. L'engagement continu de l'équipe à prendre soin et à prodiguer des soins attentifs et compatissants, tout en respectant inconditionnellement chaque personne, est un aspect central des soins palliatifs. Le choix du domicile
comme lieu de fin de vie est clairement l'option la plus souvent retenue par les personnes approchant la fin de leur vie. C'est nettement le choix qui sera le mien. J'ai eu le privilège à de nombreuses reprises d'accompagner de mes patients à domicile, et ces expériences représentent des moments forts de ma carrière en tant que médecin en soins palliatifs. Toutefois, il faut que ce choix s'avère une véritable option, et non pas une option où l'on doit, pour vivre la fin de sa vie chez soi, sacrifier l'accès à des soins compétents, distribués par une équipe interdisciplinaire, et ce, de jour et de nuit. Les soins à domicile sont souvent privilégiés par les administrations, malheureusement trop souvent parce qu'ils permettent aux institutions d'économiser, économies qui devront être absorbées bénévolement par les proches soignants en temps, en fournitures médicales, en médicaments et souvent en recours à des ressources privées de soutien à domicile. Il est urgent de développer des normes de pratique qui requièrent l'interdisciplinarité à domicile, favorisent l'accompagnement psychosocial, éliminent les désincitatifs financiers couramment absorbés par la famille et enfin rémunèrent de façon juste et équitable les médecins et les autres intervenants. Un des autres aspects fondamentaux des soins palliatifs est ce que l'on désigne en français par l'accompagnement, un concept dont la traduction en anglais, accompaniment, ne permet pas d'en saisir toute la portée. En anglais, accompaniment renvoie davantage à ce que le Dr Mount qualifiait de présence radicale, une expression que j'apprécie particulièrement. Être présent radicalement au chevet de l'autre. C'est le nom de l'Association française des soins palliatifs, qui s'appelle la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, illustre l'aspect incontournable et fondamental de l'humanité et du soin de personne à personne dans le contexte des soins palliatifs. Dans une institution comme à la maison, l'accompagnement réel n'est possible que si tous les professionnels sont en mesure de transcender les soins techniques et de nouer des relations de soutien plus personnalisées avec les patients et leurs familles, s'ils sont aptes à procurer un soulagement et à effectuer une prise en charge du deuil. Pour cela, il faut du temps, comme il faut du temps aussi pour que les soins soient valorisés et bénéficient de ressources appropriées. J'aime cette citation de Patrick Verspieren qui écrivait « Accompagner quelqu'un, ce n'est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même reconnaître la direction qu'il va prendre, mais c'est marcher à ses côtés, en laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son pas. » Le ratio personnel-patient élevé auquel je faisais allusion il y a quelques minutes est pratiquement impossible à atteindre dans le contexte de restrictions budgétaires qui est aujourd'hui le nôtre, contexte où les décisions en matière de santé obéissent exclusivement à une logique de rentabilité, où le succès se mesure à l'aune des économies réalisées et où l'objectif suprême est de dégager des bénéfices. Pourtant, tous ceux qui font partie de la triade thérapeutique sont exposés à un risque de stress important, nécessitant des mécanismes de soutien bien définis. Et cet aspect de soutien à l'équipe est essentiel au concept de soins palliatifs, est essentiel au concept d'équipe. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte du temps. Cela signifie que l'équipe a besoin de se perfectionner et qu'elle a besoin d'être soutenue. Cela se prend du temps et un effort conscient, de plus en plus difficile à intégrer dans la quotidienneté de nos services débordés, sous-financés et franchement souvent épuisés. Mais croyez-moi, il en va de la survie de nos équipes. Compte tenu de l'importance accordée
à la qualité de vie et pas seulement à la qualité de la santé, l'importance du rôle des bénévoles dans l'équipe soignante est unique aux soins palliatifs. Leur présence permet de réconforter les patients et de soulager les familles. Ils fournissent un éclairage unique sur le bien-être des patients, un éclairage précieux pour le personnel clinicien. L'inclusion et la prise en compte des bénévoles dans l'équipe soignante sont révélatrices de l'opposition du modèle des soins palliatifs à la hiérarchie dominée par le médecin, si fréquente dans les équipes soignantes traditionnelles et si peu adaptée lorsqu'il s'agit de soins de fin de vie. En 2015, de nombreux défis se posent à nous. Bien que des progrès aient été réalisés sur de nombreux fronts, les enjeux restent nombreux. Le plus évident et peut-être le plus urgent d'entre eux, en ce qui a trait à la qualité des soins de vie, en ce qui a trait à la qualité des soins de fin de vie et le vieillissement rapide de la population. Ces changements démographiques entraîneront une augmentation du taux de décès très importante au cours des prochaines années. En fait, de 2012 à 2030, en Angleterre, du moins d'où nous viennent ces statistiques, il y aura une hausse de 17 % du nombre des décès. Et au cours de la même période, une hausse de 44 % du nombre de décès chez les personnes âgées de plus de 85 ans. Par ailleurs, les maladies terminales non cancéreuses sont de plus en plus nombreuses et nécessitent que les disciplines comme la cardiologie, la neurologie, la néphrologie, l'infectiologie développent et adoptent leurs approches palliatives. Des soins palliatifs offerts pas seulement lors de la fin de vie. Aujourd'hui, le bénéfice d'une offre précoce de soins palliatifs sur la qualité de vie des patients atteints d'un cancer au stade avancé, ainsi que sur leur famille, est largement reconnu, car elle permet de diminuer l'intensité et la prévalence des symptômes. Elle aide les patients à définir des objectifs tangibles en matière de soins en fonction du pronostic et du traitement, grâce en partie à des discussions ouvertes et se déroulant sur plusieurs semaines ou mois. Elle optimise l'utilisation des ressources de santé et les dépenses de traitement. Comme l'ont superbement démontré le Dr Temel et ses collègues dans l'article publié dans le New England Journal of Medicine il y a quelques années, l'introduction de services de soins palliatifs peu après le diagnostic pour les patients atteints d'un cancer avancé permet d'améliorer la qualité de vie et celle des soins de fin de vie, de réduire le risque de dépression, voire même d'améliorer la survie. En fait, c'est l'une des conclusions qui a le plus surpris le milieu médical, c'est que la cohorte qui recevait des soins palliatifs a survécu de plus de 3 mois à la cohorte qui recevait des soins purement oncologiques. Ces nouvelles exigences surviennent à une époque de restrictions financières pour le système de santé. L'intégration institutionnelle, sachons-le, entraîne nécessairement le sacrifice d'une certaine autonomie, mais rappelons-nous que les tendances assimilatrices des grandes institutions ont eu et continuent d'avoir un impact important sur la réalisation des valeurs fondamentales des soins palliatifs. Réduction du personnel, la perte de contrôle sur le recrutement du personnel, la diminution des heures de formation en équipe et de celles consacrées à l'accompagnement des familles. Les normes hospitalières relatives à l'utilisation des lits et aux estimations de la durée de séjour qui déterminent les dates d'hospitalisation et même de sortie des patients risquent de donner naissance à des services de soins palliatifs expéditifs, des soins palliatifs à la chaîne. J'aimerais faire le parallèle avec ce qui se passait au 19e siècle, où on avait des normes d'admission, où on s'assurait que les incurables n'avaient pas leur place à l'hôpital et qu'on devait garder un taux de décès à la grandeur de l'hôpital de 10 % ou moins. Contrairement aux soins palliatifs qui intégraient les patients à l'équipe soignante, de nombreux services aujourd'hui considèrent de plus en plus les patients comme des clients. Il nous faut aussi nous assurer que les soins palliatifs ne sont pas uniquement réservés aux mieux nantis. Au cours des prochaines années, les soins palliatifs devront continuer de créer de nouvelles solidarités et d'accueillir les marginaux.
Nous devons continuer d'être un havre de paix pour tous les patients à l'aube de leur dernier voyage. Les soins palliatifs doivent continuer d'exiger que notre société reconnaisse que les soins aux mourants est une responsabilité collective envers tous. Pour reprendre les mots du Dr. Jan Boracio, dans son récent ouvrage « Mourir », le plus grand défi auquel les soins palliatifs seront confrontés dans les prochaines années sera de maintenir leur professionnalisme et de s'intégrer à des institutions plus larges sans abandonner les idéaux des pionniers de soins palliatifs, tout en introduisant simultanément dans la pratique quotidienne une simplicité rafraîchissante et une essence dépourvue de pathos. Dans mon esprit, les soins palliatifs doivent incarner une culture et une contre-culture au sein de laquelle nous préservons la notion d'hospitalité. Pour reprendre les termes d'Henry Nouwen, l'hospitalité ne vise pas à changer les gens, mais à leur offrir un espace où le changement peut s'opérer. Plus que jamais, les soins palliatifs doivent rester un espace thérapeutique où la douleur peut être traitée, où la vie peut être nourrie jusqu'au dernier souffle et où les familles et les proches sont accompagnés tout au long de leur deuil. Les soins palliatifs sont là, contre-culture, d'une société de mort médicalisée, une pratique aussi révolutionnaire et dynamique aujourd'hui qu'elle l'était au Québec il y a 40 ans. Dans une société comme la nôtre, où de plus en plus l'économie repose sur le jetable et où la valeur individuelle se mesure à l'aune du pouvoir d'achat, de l'autonomie, les soins palliatifs sont de plus en plus essentiels à proclamer la valeur de chaque vie. Nous avons la responsabilité de nous assurer, comme l'écrivait Lo Scalzo, que la synergie destructrice de la douleur et de la dépression ne puisse conduire patients et leurs proches au désespoir, au sentiment d'impuissance et souvent à la perception erronée que le suicide est le seul moyen d'exercer un reliquat de contrôle sur cette situation. Les soins palliatifs sont et doivent rester un mouvement caractérisé tant par la compétence que par un ethos d'humanité, de générosité et de réconciliation. Les soins palliatifs vont au-delà de l'idéal curatif. Ils opèrent à un niveau profond, voire viscéral. Ils peuvent incarner le point culminant d'une culture émergente du soin. Merci. Docteur Lapointe, difficile de dire un plus grand merci que ce que vous venez d'entendre. Je pense que les gens réalisent à travers vos paroles, 1, votre grandeur, 2, la grandeur des soins palliatifs, l'importance, au-delà de toute l'historique que vous nous avez présenté, l'importance de la base, du sens, du pourquoi nous sommes ici. Pourquoi à chaque matin, nous allons près de nos patients, tous et tous membres des équipes.
Vous nous avez bien fait sentir, ressentir aussi les enjeux antérieurs, mais les enjeux bien présents dans notre communauté aujourd'hui. Vous m'avez permis personnellement d'éveiller la garde, d'éveiller ma lucidité, de me dire et de nous dire qu'il demeure important de rester vigilant et d'être capable d'intégrer, de concilier et non pas de travailler en dichotomie, à la fois dans l'exigence que peut représenter les aspects pharmacologiques, médicaux, mais également l'importance de l'être et de l'accompagnement. Merci infiniment pour ces paroles qui nous ont permis d'avancer, de réfléchir et qui vont nous porter, que nous allons porter dans les prochains jours, semaines et mois, j'en suis persuadée, et qui nous feront autres. C'est le souhait que je nous fais. Maintenant, je crois que nous sommes rendus à la période de la pause. Je vais vous inviter doucement à prendre un arrêt, échanger entre vous et par la suite de vous rendre dans vos ateliers respectifs. Je vous rappelle de ne pas oublier vos évaluations, vos appréciations des ateliers au temps opportun, au fur et à mesure. C'est toujours plus facile et c'est important. C'est ce qui nous permet de faire de beaux congrès et qui répondent à vos besoins. Alors, bonne pause et bonne continuation de congrès.